Mercredi 31 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Nous démarrons ce bulletin d'information par la journée de l'employabilité des jeunes qui a été officiellement lancée à Pékin en présence des autorités administratives et locales. Une initiative du pôle emploi départemental visant à rapprocher les jeunes des opportunités de formation et d'emploi. L'objectif affiché est de transformer l'espoir à une insertion professionnelle durable. Maïfaï a pris part à la rencontre suivant son compte rendu. L'emploi des jeunes reste depuis longtemps une priorité nationale. Pourtant, sur le terrain, la situation demeure préoccupante. Le pays enregistre encore un taux de chômage de 19% chez les jeunes, avec des disparités selon le milieu et le genre. Mais plus complexe reste l'ampleur du phénomène net. Pour parler des jeunes sans emploi, sans éducation, ni formation. Aujourd'hui, 32,8% des jeunes de 15 à 24 ans seraient en effet dans cette situation, toujours avec des disparités selon le genre et le territoire. À Pékin, nombreux sont ceux qui cherchent des opportunités sans disposer d'informations claires sur les métiers porteurs ni sur les formations disponibles. Parce qu'en fait, on avait fait des études diagnostiques depuis 2022-2023 et à travers ces études, il y a une question qui s'est posée, qui est vraiment récurrente, que je voulais dire, en fait, à savoir que les jeunes en fait, nous disaient qu'ils ne savent pas exactement quelles sont les opportunités qui s'offrent à eux. Ça, c'est de un. Et en plus de cela aussi, ils nous disaient qu'aussi ils ne savent pas en fait quels sont en fait les créneaux en fait du département de Pékin. Pour y répondre, le pôle emploi du département a organisé une journée de l'employabilité réunissant l'ensemble des acteurs du secteur privé. Dans une première partie, on avait l'information, parce qu'on était dit il faut résoudre le problème de l'information. Après l'information, il faut aller vers la formation en essayant en fait d'adapter les curricula de formation aux réalités ou bien en essayant en fait au moins en fait de proposer des formations qui répondent aux besoins en fait du marché les besoins du département de Pékin. Et le troisième partie en fait c'est l'insertion. Et au niveau de l'insertion, on avait deux volets, que ce soit l'information salariée, l'emploi salarié et aussi l'auto-emploi. Cet événement, une première, constitue un véritable espace d'échange et d'orientation destiné à aider les jeunes à découvrir des opportunités concrètes et à faciliter leur insertion dans le tissu économique. Parlant à présent de la pose de la première pierre de la maison des artisans de Tchadjaï, portée par l'association des artisans de cette localité. Cette initiative a ambition de dynamiser l'économie locale à travers la création d'emplois et l'accompagnement des artisans. Le maire de la commune, Omar Youm, et le président de la chambre de métiers de Thiès ont salué l'importance de ce projet lors de la cérémonie. Je vous propose de suivre le maire de la commune, Omar Youm, et le président de la chambre de métiers de Thiès au micro de Adama Baymagnan. Les artisans sénégalais portent avec beaucoup de fierté et d'honneur l'économie sénégalaise. Je pense que les chiffres montrent leur contribution au niveau du produit intérieur brut. Mais le plus déterminant, c'est cette deuxième chance que constitue l'artisanat du Sénégal. C'est-à-dire c'est la deuxième école. On le voit partout, dans la formation, dans l'emploi, dans l'apprentissage et, comme je viens de le dire, dans la contribution locale. Ce projet-là, pour moi, dans ma petite histoire, ma petite culture générale, c'est une première. Que des fils et des filles de Tchadjaï ont pensé, conçu et porté. Bon, maison bi li mu tënk mooy Sénégal actuellement mooy développement, mooy économique, mooy social. La maison symbolise au Sénégal actuellement le développement, l'économie, le social, parce qu'il y aura un atelier de production, un espace de formation des différents corps de métier, un espace de réunion où on règle tout, un espace aussi pour accueillir les personnes qui y viennent. En même temps aussi, c'est un espace qui va permettre aux artisans d'être chez eux pour se concerter. Espace boo xam ne moo ñuy permettre artisans yi def ko seen kër di fa daje di waxtaan di nas ak a nocc.
Il s'exprimait au micro de Pape Kairé et au marché hebdomadaire de Mbirkilan. Des agriculteurs venus de plusieurs localités de la région de Kaffrine font état des difficultés rencontrées durant la campagne agricole entre ventes difficiles et non-respect du prix fixé par l'État. Ils dénoncent une situation aux lourdes conséquences économiques pour leur famille. Reportage Fatou Sall. À Kaffrine, la campagne agricole avance lentement. Au marché hebdomadaire de Mbirkilan, des producteurs d'arachides rencontrés expriment leur inquiétude face aux difficultés d'écoulement de leur production. Dans notre village, nous n'arrivons pas à vendre nos arachides. Il est difficile de retrouver des acheteurs car beaucoup craignent d'acheter pour éviter des problèmes. Nous ne pouvons plus subvenir à nos besoins quotidiens. Selon eux, cette situation entraîne le non-respect du prix plancher fixé par le gouvernement à leur détriment. Chacun achète au prix qui l'arrange. Certains payent 150, 175 ou 200 francs le kilogramme. Aujourd'hui, ici à Mbirkilan, certains proposent 225 francs. Le prix officiel est fixé à 305 francs. Mais nous ne voyons personne acheter à ce tarif. Interrogés sur la commercialisation par le système de bons de vente, les agriculteurs s'y opposent catégoriquement. De Mbirkilan jusqu'à Djaobambali, il n'y a qu'un seul point de collecte, à Darunandjigi, mais ils y ont installé un tar et la commercialisation se fait par vente de bons. Nous, agriculteurs, refusons cette méthode et demandons qu'on débloque la situation pour qu'on puisse vendre nos arachides. Avec la persistance de la mévente, plusieurs producteurs affirment ne plus pouvoir payer leurs ouvriers agricoles. Ils lancent un appel aux autorités pour des solutions rapides afin de vendre leurs récoltes et de faire face à leurs besoins essentiels. Autre actualité de ce mercredi, depuis l'annonce de la baisse des prix des hydrocarbures au Sénégal, de nombreux usagers espéraient une diminution des tarifs du transport, mais sur le terrain, aucune baisse n'est constatée. Les clients impatients demandent à l'État de faire respecter cette mesure afin qu'elle profite également au transport en commun dans le département de Gouda. Pour reportage Salif Mbaldé. Annoncé le 6 décembre dernier par les autorités sénégalaises, la baisse du prix du carburant avait fait naître chez un bon nombre d'usagers de voir en même temps le coût du transport diminuer. Bon, les chauffeurs n'ont pas diminué ce prix. Dans le Goudon à Simbandima, on dit 500 francs. Et puis déjà, l'État a dit que lui, il a diminué l'essence et le gasoil. Et tout, depuis l'essence, gasoil, gaz, l'État a dû tout diminuer. Cet espoir semble être brisé car jusque-là, le prix du transport en commun demeure le même. Non, le transport a augmenté. Oui, parce que de Goudon à Ziguinchor, l'or on paye à 1000 francs. Mais après, je ne sais pas quoi dire, ils ont augmenté le prix. Maintenant, on voyage, au lieu de 1000 francs, on paye à 1300. Si c'est les clandos, on paie à 1300, mais s'il s'agit de minibus, on paie à 1500. Impatient de voir le prix du transport diminuer, les usagers demandent une implication de l'État. Le président doit appliquer doit chercher les gens pour qu'ils faire contrôle, suivre les gens. Voilà. Ça, l'État doit faire ça, de nous aider. Le prix doit être immédiatement diminué. Ces usagers du transport en commun reconnaissent les efforts fournis par l'État en baissant le prix du carburant. Reste maintenant, selon eux, la diminution du prix du transport en commun pour sentir réellement l'impact de cette baisse du prix du carburant. Santé à présent dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Plus de 5100 femmes ont été dépistées et plus de 500 ont bénéficié d'un traitement pour des lésions précancéreuses. Une initiative axée sur la prévention à travers la vaccination des jeunes filles, le dépistage précoce et la prise en charge en phase avec les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé visant l'éradication de la maladie. Pour plus de détails, suivons le professeur Omar Gassama au micro de notre correspondant depuis Louga, Goromboch. Nous avons vu plus de 5100 malades. 5100 malades ont été dépistés
dans les 14 régions du Sénégal en attendant d'avoir la compilation des autres données. Plus de 500 malades ont pu bénéficier de traitements de lésions précancéreuses du col de l'utérus. Et durant la caravane également, nous avons eu à animer des activités de formation qui ont permis le renforcement de compétences et de connaissances des prestataires de santé. Pour mener la lutte contre le cancer du col utérin, nous devons s'aligner sur les objectifs d'élimination de l'Organisation mondiale de la santé. C'est d'abord la vaccination de 90% des filles âgées entre 9 et 14 ans. Le deuxième objectif, c'est le dépistage de 70% des femmes âgées entre 30 et 49 ans. Le troisième objectif, c'est l'offre de soins palliatifs, radiothérapie, chimiothérapie, à 90% des femmes qui sont atteintes de cancer du col de l'utérus. L'État du Sénégal le peut, mais malheureusement, de façon globale, il n'y a que 4 appareils de radiothérapie, alors que nous avons besoin de 18 appareils de radiothérapie pour 18 millions de Sénégalais. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. L'info continue sur la télévision communautaire. Excellente journée.